Hello hello, bonjour à tous! Ça fait vraiment beaucoup de temps que j'avais fait cette vidéo-là que vous avez beaucoup aimé. Je crois que c'est une des plus vues de ma chaîne sur tout ce qui est type, budget, ce genre de choses pour venir faire un voyage en Corée. Et du coup, je me suis dit qu'on allait se mettre un petit peu à jour parce que cette vidéo date d'il y a vraiment trop longtemps. Et entre-temps, les choses ont beaucoup changé en Corée, surtout pour un voyage. Du coup, bienvenue pour cette vidéo version 2025 où on va parler justement de ce qu'il faut que vous sachiez absolument pour un voyage parfait, en tout cas au mieux possible, en Corée en 2025. Déjà, si vous n'êtes jamais venu en Corée, la première chose que vous allez forcément devoir choisir, c'est quelles étapes vous voulez visiter pendant votre voyage en Corée. Il y a vraiment pas mal de choses à voir, mais chaque ville en Corée n'est pas forcément faite pour tout le monde. Et là, le but, c'est aussi que je vous apporte un petit peu mon point de vue personnel et aussi mon point de vue professionnel, puisque, pour ceux qui ne savaient pas, je le redis, mais je travaille dans une agence de voyage pour les francophones qui viennent en Corée du Sud. Donc écoutez, je pense que je suis quand même un minimum informée pour pouvoir vous donner des conseils. Bien évidemment, en fonction de si vous venez pendant longtemps ou pas en Corée du Sud, il y a forcément des choses que vous allez pouvoir faire en priorité ou pas. Au niveau des endroits que je vous recommande, mais à 1000% si jamais vous venez pour un court voyage au minimum, c'est de faire bien évidemment Séoul. Il y a tellement de choses à voir dans cette ville, ça change tout le temps, il y a toujours des nouveautés à faire, c'est une ville qui est vraiment très très vivante, donc forcément qu'il faut que vous veniez à Séoul, mais pas que, parce que vous avez aussi des très belles villes comme par exemple Busan, qui est quand même vraiment un gros incontournable de la Corée du Sud, qui est une étape en bord de mer, donc il y a aussi ce petit côté vraiment vacances-voyage que je vous recommande par-dessus tout. Et aussi, si vous avez l'occasion d'y passer un petit peu de temps, je vous recommande vraiment l'île de Jeju. On n'en parle jamais trop, mais cette île, c'est vraiment un endroit incroyable à visiter. Par contre, je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité d'avoir un permis international pour pouvoir conduire sur l'île, c'est vraiment genre... Pour moi, c'est un must-have. J'ai déjà fait l'île de Jeju plusieurs fois, des fois en transport, d'autres fois avec une voiture, et en vérité, la voiture, ça change vraiment beaucoup le voyage là-bas. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi un incontournable de si vous venez pour une première fois, en tout cas, en Corée du Sud. Ensuite, vous avez des endroits un petit peu plus, on va dire, historiques. Donc pour les personnes qui aiment beaucoup ce côté traditionnel, qui veulent en voir plus, qui aiment être plongées dans la culture, dans l'histoire du pays, je vous recommande ces trois villes dans l'ordre de recommandation. Vous avez Gyeongju, qui est vraiment une étape incroyable. Si vous venez pendant la période des cerisiers, par contre il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est super beau. Vous avez également Jeonju qui est un petit peu plus petit mais sur à peu près la même vibe, ou sinon l'étape d'Andong, qui sont vraiment voilà les trois villes les plus avec ce côté très culturel et historique que vous pouvez voir en Corée du Sud. Et si vous avez un petit peu plus le temps et que vous voulez profiter peut-être un petit peu plus de la nature de la Corée du Sud, vous avez aussi des étapes comme par exemple Gangneung, qui est une ville en bord de mer sur la côte littorale est, du coup qui est assez sympathique à voir. C'est une ville qui est vraiment très vivante en bord de mer, donc ça plaît beaucoup à certaines personnes. Également un petit peu plus haut, la ville de Sokcho, où vous allez pouvoir après aller au parc Seoraksan, donc le parc naturel avec toutes les montagnes. Moi personnellement, c'est pas vraiment mon délire, mais si vous aimez la randonnée, vraiment c'est un endroit que vous allez beaucoup apprécier. Et sinon là, beaucoup plus dans le sud, du coup donc dans le littoral sud, vous avez une ville qui s'appelle Yosu, Suncheon qui est juste à côté, qui sont deux villes vraiment sympathiques à voir. Vous avez des champs de thé, une grande baie incroyable à voir. Donc si vous aimez ce côté un peu nature et tout ça, vous allez adorer. Au niveau de la période de votre voyage, ça va vraiment varier en fonction de qu'est-ce qui est votre priorité. Je vais vous mettre un espèce de croquis, une image sur l'écran pour que vous puissiez visualiser un petit peu mieux. Mais en tout cas, pour moi, la période en tout cas à éviter, ce sera la période de mi-fin novembre à début mars, qui est l'hiver en Corée et qui est vraiment ultra froid. C'est vraiment pas du tout agréable. C'est beaucoup moins cher du coup, vu que c'est la basse saison. Mais franchement, c'est pas vraiment le moment pour profiter. Sauf peut-être pour Jeju, qui est assez agréable en hiver, mais voilà, c'est un peu le seul endroit où vous allez pouvoir profiter un minimum. Pareil pour la saison d'été. L'été en Corée commence, on va dire, à partir de mi-juin jusqu'à octobre, et qui est vraiment une période ultra chaude et humide. Surtout la période de juillet où vous avez toutes les moussons, et la période d'août où vous avez le gros pic de température. C'est vraiment les pires moments pour venir en Corée, vous allez pas pouvoir profiter en fait. Vous avez aussi la période des cerisiers, donc en fin mars, début avril, qui est assez sympathique. Pas forcément trop froide vu que les températures ont en général un peu augmenté. Par contre, c'est vraiment un moment qui est ultra cher et où il y a beaucoup de touristes qui viennent. Du coup, voilà, c'est bondé partout et les hôtels sont hyper chers. Si vous avez jamais vu des cerisiers, alors oui, c'est vachement sympa de venir à cette période. Sinon,
moi je vous conseillerais plutôt d'éviter. Et pareil pour la période, on va dire de octobre, septembre, ça dépend des fois, mais vous avez les vacances de Chuseok tous les ans qui changent. À la période de Chuseok, ne venez pas. C'est vraiment pas du tout agréable non plus. Vous avez plein d'endroits qui sont fermés, les Coréens qui partent en voyage. Et en plus de ça, en octobre, c'est très très cher également. Moi, je vous conseille du coup plutôt la période soit de mai-juin. Pour moi, c'est vraiment la meilleure période au niveau de la météo et aussi au niveau des prix. Et sinon, vous avez aussi la période de septembre, mais je la trouve assez courte, que je vous conseille vraiment plus. Du coup, maintenant que vous savez quand venir, que vous savez quelles étapes vous voulez faire, et ben il va falloir commencer un peu à préparer votre voyage et ça va commencer par les vols, les hébergements et tous les transports sur place. Au niveau des vols, si vous n'êtes pas trop habitué à faire des escales, ça peut être un peu terrifiant. Si vraiment vous préférez mettre un petit peu plus d'argent, c'est plus cher évidemment, mais être tranquille, faire un vol direct, parce que c'est quand même long, hein, il y a quand même 14 heures dans un sens et 12 dans l'autre, donc c'est quand même pas voilà, des petits vols. Moi, je vous conseille soit Air France, soit Korean Air, qui travaille avec Air France sur les vols entre Paris et Incheon, donc l'aéroport de Séoul. Petit tip, parce que j'ai déjà pris plusieurs fois ces deux différentes compagnies qui ont des points faibles et des points forts forcément chacune. Korean Air, au niveau du repas, au niveau de la gentillesse du staff, c'est vraiment le top. Par contre, petit bémol, les avions coréens sont un petit peu quand même faits au niveau de la taille des Coréens et du coup les sièges sont plus petits. Du coup c'est quand même peut-être à prendre en compte pour les personnes de grande taille. Au niveau d'Air France, c'est plutôt du coup l'inverse. Alors le staff est en général très gentil, ça dépend des fois. Par contre, effectivement, le repas est pas forcément super ouf, je trouve. Et en général, Air France est même plus cher que Korean Air. Donc pour le prix, moi je trouve ça un peu bof. Par contre, les sièges sont vraiment les plus agréables, je trouve, pour le vol. Ils sont plus grands. Par contre, effectivement, voilà, c'est un petit peu plus cher. Korean Air est quand même en général un peu moins cher. Mais en tout cas, c'est vraiment les deux compagnies que moi j'utilise le plus pour me simplifier la tâche et elles fonctionnent très très bien. Ensuite, au niveau des hébergements, vous avez plusieurs choix. Quand vous venez en Corée du Sud, vous avez tout ce qui va être Airbnb, guest house, ce genre de choses. Ça va être bien évidemment moins cher. Donc pour un voyage sur du long terme, ça va être beaucoup plus abordable qu'un hôtel où les prix sont pratiquement les mêmes qu'en France. Par contre, attention, il y a énormément d'arnaques. Donc faites attention, essayez d'aller dans un endroit où vous avez un maximum de commentaires, de reviews, de ce genre de choses, parce que ça peut vous arriver de tomber sur des arnaques, malheureusement. Il y en a de plus en plus, surtout avec le fait que la Corée devient de plus en plus populaire. Et sinon, si vous venez sur du court terme et que vous préférez être dans un hôtel, donc avec les petits déjeuners, ce genre de choses, c'est aussi très bien, vous en avez beaucoup, un peu partout. Par contre, effectivement, c'est assez cher. Les prix sont à peu près les mêmes qu'en France. Ensuite, au niveau des transports, quand vous allez être sur place, vous avez aussi plusieurs solutions. Soit vous décidez de faire un road trip et vous êtes à l'aise avec la conduite et vous pouvez avoir un permis international. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre une voiture de location pour faire votre road trip en Corée avec la voiture. C'est une option qui est assez sympa, surtout si vous voulez beaucoup vous déplacer et que vous voulez en voir un maximum sur la campagne coréenne, parce que vraiment, c'est pas du tout bien desservi en train. La Corée, c'est vraiment concentré sur des gros pôles, donc vous avez une espèce de un gros vide en plein milieu où vous avez pratiquement aucun transport qui passe. Par contre, effectivement, faites attention, il faut un permis international en Corée, pas un permis français, pas un permis suisse, pas un permis je ne sais quoi, un permis international qui se demande bien à l'avance. En France, les délais sont incroyablement élevés, il faut demander le permis 6 mois à l'avance et encore pour être sûr de l'avoir à temps. En Corée, conduire, c'est à peu près la même chose qu'en France, donc vous avez pas de quoi vous inquiéter et ça peut être vraiment sympa si vous voulez vous déplacer pas mal. Et sinon, pour les gens qui veulent pas conduire pendant leurs vacances, comme ça a été mon cas à chaque fois que je suis venue, vous avez l'option du coup des transports, notamment du coup le KTX, donc le train à grande vitesse coréen, qui est le mieux. Vous avez aussi des trains un peu plus régionaux. Les bus express sont incroyables en Corée du Sud. Je les ai déjà fait voir dans plusieurs de mes vlogs, donc si vous voulez voir, voilà, n'hésitez pas à voir mes anciens vlogs en Corée. Et vous avez sinon pour des plus petits trajets tout ce qui est l'option taxi, qui est aussi très très bien. Donc les transports en commun bien évidemment, mais les taxis sont vraiment ultra bien en Corée du Sud. C'est pas cher, c'est rapide et c'est facile d'en avoir. Au niveau des applications que je peux vous recommander pour tous ces transports, je vais vous les afficher juste ici. Vous en avez 4 différentes. Une au niveau du KTX pour réserver tous les trains en ligne, qui est facile d'utilisation, qui est disponible en anglais aussi. Une pour les bus, qui est aussi assez facile d'utilisation. Et 2 pour les taxis, donc Kakao Taxi et aussi Uber, qui fonctionnent super bien en Corée du Sud. Donc voilà, alors maintenant que vous avez tout votre voyage qui est prêt,
vous avez les hébergements, vous avez les transports, vous avez les vols, vous savez où vous allez et vous savez quand vous venez. Et bien il faut aussi un petit peu préparer son arrivée. Donc notamment au niveau des visites, des activités que vous voulez faire. Moi je vous recommande beaucoup, encore une fois, une application qui s'appelle Klook, que vous connaissez peut-être déjà, qui est ultra bien pour réserver des activités, des visites, ce genre de choses en ligne qui se réservent du coup. Et pour tout ce qui ne va pas être trouvable sur l'application, sachez quand même que en Corée c'est supra facile de faire des visites et activités. Tout ce qui va être au niveau des musées en Corée, en général, ils sont gratuits. Et pour tout ce qui va être les palais, les temples, ce genre de choses, vous en avez certains qui sont gratuits, mais en général, il y a une petite billetterie à l'entrée. Par contre, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est supra pas cher. En général, l'entrée va tourner autour de 2000 won, grand maximum 3000 won, donc 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. La Corée est quand même ultra accessible au niveau des visites et activités à faire, donc pas trop de soucis en tout cas à se poser à ce niveau-là. On en a déjà un petit peu parlé, je vous ai déjà parlé de certaines applications, mais là je vais vous donner aussi d'autres applications qu'il faut, selon moi en tout cas, absolument avoir quand vous venez en Corée du Sud. Ça va être dans un premier temps des applications de traduction. La plupart des gens qui viennent en Corée ne parlent pas coréen, l'alphabet est totalement différent, donc c'est un petit peu compliqué pour traduire et pour savoir où on va et pour essayer de comprendre la langue sur place. D'après moi, ce qui fonctionne le mieux, ça reste l'application Google Traduction. Vous vous y attendez pas, je sais, en général Google Traduction fait vraiment de la grosse pour la traduction, mais sur le coréen, je vous jure que c'est ce qui est le mieux. Et sinon, vous avez aussi l'application Papago qui est supra utilisée. Sur les deux applications, si vous les téléchargez, vous avez aussi l'option de prendre une photo de ce qui est en face de vous pour pouvoir le traduire directement en photo sur votre téléphone. Donc ça, c'est aussi super pratique pour tout ce qui va être les enseignes de magasins, les panneaux, ce genre de choses que vous savez pas lire, les menus ou voilà. Et petit tips en plus, si vous êtes un minimum à l'aise en anglais, c'est d'utiliser la traduction du coréen à l'anglais et de l'anglais au coréen parce que depuis le français, malheureusement, c'est une cata. Le français, c'est une langue avec une grammaire hyper compliquée, le coréen aussi, et en fait, ça matche pas du tout. Et si jamais vous n'êtes pas forcément super à l'aise avec l'anglais, faites d'abord du français à l'anglais et ensuite de l'anglais au coréen, ou inversement. Et sinon, au niveau des autres applications, donc je vous ai déjà parlé de Kakao Taxi pour moi qu'il faut avoir absolument, ainsi que Uber. Mais au niveau de l'application GPS, quand vous allez venir en Corée, sachez que Google Maps ne fonctionne pas du tout. Oubliez Google Maps, utilisez cette application à la place, Naver Map, qui est une application du coup coréenne, qui est aussi disponible en anglais. Je crois pas qu'elle le soit en français, mais en tout cas en anglais c'est assez simplifié, qui est vraiment bien faite et super facile d'utilisation. Au début, c'est peut-être un petit peu compliqué de passer sur ce modèle parce que c'est vraiment différent de Google Maps. Du coup, voilà, faut s'y habituer, mais en tout cas, c'est super pratique. Quand vous cherchez un endroit, vous avez aussi quel métro prendre, quel bus prendre, c'est très très facile, vous avez tout qui est mis sur une map, enfin voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle des transports et des bus et des métros, ce genre de choses, il faut qu'on parle de la fameuse T-Money ou Climate Card, que vous avez certainement vu ou entendu parler sur les réseaux, parce qu'on parle que de ça en ce moment, cette fameuse Climate Card qui a été mise en place par la Corée du Sud. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que si jamais vous venez pendant une longue période, pour vous, la Climate Card va être beaucoup plus intéressante parce que c'est une carte que vous payez une fois, donc vous payez la carte en elle-même. Une fois que vous avez rechargé cette carte, vous avez illimité sur tous vos déplacements. Ça va être beaucoup plus intéressant pour vous parce que vous allez faire beaucoup de trajets et que forcément ce sera plus avantageux au niveau du tarif. Par contre, cette carte ne fonctionne que sur Séoul. Elle ressemble à ça et vous pouvez l'acheter dans les convenience stores ou alors dans les stations de métro. Si vous êtes là pas forcément longtemps, je vous conseille quand même de garder la T-Money. Elle fonctionne très bien, vous achetez la carte, c'est le même principe, vous rechargez aussi du montant que vous souhaitez, du coup vous pouvez y aller petit à petit en fonction du nombre de déplacements que vous faites. Elle vous permet du coup de prendre le métro, les bus de ville, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour payer les taxis et aussi pour payer au convenience store. Pour les deux, il est possible de les recharger soit sur les bornes qui sont, je vous mettrai une photo, dans le métro, soit dans les convenience stores. Ensuite, au niveau des cartes SIM en Corée du Sud, pareil, vous avez différentes options. Moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des cartes eSIM qui sont hyper démocratisées, vous avez des applications en français qui sont disponibles. C'est ultra facile d'avoir des eSIM de nos jours et c'est vraiment le plus avantageux parce que ça coûte super pas cher. Vous pouvez en plus les recharger directement depuis des applications si jamais vous n'avez pas assez de gigas ou ce genre de choses. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure option. Et sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous savez pas comment ça marche, vous avez les anciennes options, on va dire, un petit peu plus à l'ancienne. Donc soit la carte SIM que vous pouvez acheter en physique directement par exemple à l'aéroport. Quand vous arrivez à Incheon, vous avez des comptoirs où vous pouvez aller voir, voilà, les vendeurs, ils vont vous donner des cartes SIM. Ou sinon, une
une pocket Wi-Fi, mais franchement c'est quand même assez encombrant d'avoir toujours cette pocket Wi-Fi sur soi dans son sac. Si jamais vous êtes une famille nombreuse, ça peut être avantageux pour vous, mais si vous êtes un ou deux voyageurs, vraiment utilisez pas cette option, c'est trop cher et c'est vraiment pénible en fait d'avoir le truc sur soi tout le temps, donc voilà. Grande chose à savoir, ça va reprendre du coup la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps, mais on va parler d'argent. Pour venir vous faire un voyage en Corée du Sud, forcément il faut mettre un petit peu de budget de côté. Moi ce que je vous conseille c'est de compter environ 30 à 40 euros, en fonction de si vous êtes dépensier ou pas, par jour, par personne, pour votre budget. Multiplié par le nombre de jours où vous êtes sur place, comme ça vous calculez à peu près ce qu'il vous faut. 30 à 40 euros c'est vraiment ce qu'il vous faut pour manger, profiter, faire des visites tous les jours. Bien évidemment sans compter l'hébergement, les transports et tout que vous avez déjà payé. Après si vous voulez faire beaucoup de shopping, ça c'est un budget à prévoir en plus, bien évidemment. Si vous voulez faire une grosse razzia de shopping, alors bien évidemment prenez plus sur vous. Pour ce qui va être de l'argent d'ailleurs sur place, je vous conseille d'avoir un petit peu de liquide sur vous, mais pas forcément beaucoup, parce qu'en Corée on n'utilise plus vraiment le cash, c'est surtout en carte bancaire. D'ailleurs, attention, mais assurez-vous que votre carte fonctionne à l'étranger, potentiellement a une option pour vous éviter de payer trop de frais de change, vous savez. Au cas où, n'hésitez pas d'ailleurs à même prendre 2 cartes, on sait jamais ce qui peut arriver. Vous avez même les options de cartes Revolut, là, ce genre de choses maintenant qui fonctionnent très bien. Et au niveau du cash, gardez quand même un petit peu de cash sur vous, vous allez en avoir besoin pour la timonie, recharger tout ça, et pour certains stands de street food qui n'acceptent pas la carte. Voilà, ça va vraiment être le seul moment où vous allez en avoir besoin. Au cas où, vous avez toujours ce qu'on appelle des ATM, donc des bornes pour retirer du cash qui sont disponibles, vous pouvez retirer de l'argent depuis votre carte française. Ou sinon, vous pouvez aussi tout à fait faire du change à l'aéroport, surtout d'Incheon. C'est le mieux au niveau du taux de change. N'essayez même pas à Paris, c'est une vraie galère. Et encore moins dans vos banques en France, c'est vraiment des gros arnaqueurs. Je vais juste finir avec finalement le plus important, entre guillemets, c'est tout ce qui va être les papiers pour venir en Corée du Sud, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à ce niveau-là. En 2025, c'est hyper facile de venir en Corée du Sud. Pour les personnes qui viennent moins de 90 jours, il n'y a pas besoin de visa pour la Corée du Sud. Si vous venez plus, bien évidemment, il va vous en falloir un, donc ça dépend de la raison pour laquelle vous venez. Ça peut être le PVT, ça peut être étudiant, échange, ce genre de choses. Vous avez des visas qui sont faits pour ça, donc faut vous renseigner et faire les demandes de visa. Mais en tout cas, si vous venez juste en voyage tout simple, pas de visa, et surtout pour 2025, il n'y a plus besoin du KEITA, donc la demande là qui s'avait mis en place pendant la période Covid. 2026, peut-être que ça se remettra. En tout cas, pour le moment, ce n'est plus question d'avoir besoin de ça. La seule chose que vous avez besoin pour venir en Corée du Sud, c'est d'un passeport qui est valide tout le long de votre séjour. Donc qui est bien valide jusqu'à la date à laquelle vous partez, incluse. Et vous allez aussi avoir besoin d'un petit papier que vous allez remplir à votre arrivée, qui s'appelle la Arrival Card, donc la carte d'arrivée, qui est disponible directement juste avant les douanes. Vous avez des bureaux et vous avez juste à remplir certaines informations sur votre arrivée en Corée, donc la raison pour laquelle vous venez. Vous mettez votre nom, votre prénom, exactement comme ils sont écrits sur votre passeport. Donc si vous avez plusieurs prénoms, vous mettez tout. Si vous avez plusieurs noms, vous mettez tout. Vous rentrez, je crois, pareil, votre année de naissance, etc. Enfin, les informations un petit peu basiques. Le numéro de passeport, n'oubliez pas. Et aussi, ce qui va vous être demandé, c'est une adresse de contact. Gros conseil pour vous, du coup, notez à l'avance sur un papier, sur votre téléphone, peu importe, l'adresse à laquelle vous allez être logé pour votre premier logement, en tout cas à Séoul. Pas besoin de mettre tous les logements si vous faites plusieurs étapes, mais au moins le premier dans lequel vous allez être. Au cas où, sachez que vous avez quand même la Wi-Fi gratuite à l'aéroport de Incheon qui fonctionne super bien, donc pas d'inquiétude si vous avez l'information sur internet ou voilà, ne vous inquiétez pas trop. Ça c'est vraiment le truc absolument à ne pas oublier pour franchir les douanes. Si jamais vous faites la queue sans avoir ce papier sur vous, vous allez devoir refaire le papier et refaire la queue. Donc oubliez pas de le faire avant de faire la queue des douanes parce que des fois la queue dure 1 heure, même plus. Donc n'oubliez surtout pas ça pour ceux qui amènent des choses un petit peu bizarres entre guillemets dans leur sac, tout ce qui va être les plantes, des armes, ce genre de choses. Bon, j'imagine que vous aurez pas ça, mais en tout cas, il y a une partie aussi de douane pure et dure. Vous avez un papier à remplir au niveau de la déclaration en fait de douane de ce que vous amenez avec vous. Si vous n'êtes pas concerné par ça, vous n'avez pas besoin de remplir ce papier. Voilà tout le monde, je crois que j'ai tout abordé en tout cas pour la préparation de votre voyage. J'espère que la version de 2025 vous aura plu. Je vais faire une deuxième vidéo pour vous donner mes tips personnels pour un voyage en Corée du Sud. Donc si jamais ça vous intéresse au niveau des petites choses à savoir pour votre voyage, mes conseils perso, ce sera du coup dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura été utile pour préparer votre voyage. Et puis écoutez, moi je vous souhaite du coup une super découverte de la Corée, un très bon voyage. J'espère que vous allez kiffer. Bye bye! You always pick me up and